Notre prochain invité, c'est Nicolas Paquin, membre de l'Union des écrivaines et écrivains du Québec, du Réseau du conte au Québec et fait partie du répertoire des ressources culture et éducation du ministère de la Culture du Québec. Ça, c'est le titre. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Ça va pareillement. Oui. Il est également, et je veux le mentionner, il a reçu la médaille de la commune de Berneval-le-Grand, Haute-Normandie, prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé, ça c'est plus près de nous, c'est prix œuvre de l'année en Chaudière-Appalaches du Conseil des arts et des lettres du Québec, bourse de déplacement, bourse de création. Ça va bien, tes affaires, Nicolas? Ça a l'air que quand on est créatif, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait des reconnaissances. Ça a été les pairs, le public jusqu'à maintenant. Ça fait, je pense que ça veut dire que on fait quelque chose de bien dans ce temps-là. On accomplit quelque chose de beau quand on a de la reconnaissance. Oui, puis c'est motivant aussi. C'est ultra stimulant. Ça encourage à la continuité. Exact, exact. Nicolas, tu es venu aujourd'hui pour nous parler parce que tu as écrit un texte sur l'obéissance et la dissidence. Oui. Donc, par rapport à ce qui se passe actuellement, la pandémie. Et là, moi, je vois théâtre de guerre n'est pas là. C'est quoi exactement? Explique-nous. Oui, bien, théâtre de guerre, en fait, c'est une partie de la couverture du tome 3 de ma trilogie, Les Volontaires, que j'ai écrite, qui raconte l'histoire des jeunes Québécois qui s'enrôlaient durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui ont déjà vu, entre autres, Sous le feu de l'ennemi, qui était dédié à Gilbert Boulanger, entre autres, un gars de Montmagny qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Le tome 2, Combattre dans l'ombre, a reçu un prix œuvre de l'année. Théâtre de guerre, c'est le tome 3 qui finissait la trilogie. Et tout ça est inspiré de vécus de gens qui étaient là durant la Deuxième Guerre mondiale. Des soldats ou des civils qui m'ont raconté leurs histoires. Et moi, j'avais fait une trilogie de romans avec ça. Il y a un 4e livre qui est sorti l'an dernier. C'est pas un tome de la trilogie, mais c'est un livre dans le même esprit, L'espion de Tourville, qui se passe durant la guerre, mais à Tourville, dans l'îlet. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les témoignages des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis intéressé beaucoup à la façon avec laquelle cette guerre-là a été vécue. C'est quoi les causes de la guerre? Et je me suis aperçu que finalement, n'importe quelle guerre ou n'importe quel événement grave de façon mondiale, ça devient une crise. Et les crises ont à peu près toutes les mêmes réflexes de la part de la population, les mêmes agissements de la part des élus. Alors, sans même faire aucun lien avec la crise, j'ai fait le texte Obéissance et dissidence, qui parle uniquement de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre, on se rappelle, c'est 39-45. Exact. Mais c'est quoi le parallèle que tu veux faire avec la crise qu'on vit actuellement? Ce qui est vraiment rigolo, c'est que dans mon texte, je n'ai fait aucun parallèle. Je n'ai qu'expliqué des choses qui se sont passées durant la guerre. Et il y a des lecteurs qui ont commencé à faire des parallèles dans leur tête. Et là, je leur ai dit, oui, mais les parallèles que vous les faites avec le Québec, mais qu'est-ce que vous faites dire que je ne pensais pas aux États-Unis? Et là, les gens se mettent à réfléchir, puis s'aperçoivent que, hop là, il y a des choses qui se sont passées à l'époque, qui reviennent sous une autre forme aujourd'hui, qui n'auront peut-être pas les mêmes conséquences, mais qui apportent le même comportement de la part de la population. Par exemple, ce qu'on disait avant le début de l'enregistrement, la délation. Durant la guerre, à un moment donné, quelqu'un faisait du marché noir en avant, il y avait une famille de Juifs ou quelqu'un qui cachait des Juifs dans sa maison. À un moment donné, le lendemain matin, la police était passée, les avait raflés. Il y avait un voisin qui avait lâché un coup de fil, envoyé une petite lettre anonyme, puis il s'était passé de quoi. On commence à avoir de la délation présentement. OK, je ne dis pas qu'il y a des gens qui s'en vont en camp de concentration qui vont être exterminés, mais le comportement de la personne qui est chez elle, puis qui, à un moment donné, envoie une petite lettre anonyme, planter mon voisin. Fait qu'à un moment donné, tout le monde a peur. Là, on se promène dans la rue, on marche, on voit notre voisin, ou une connaissance dans le village, on s'écarte, on prend une distance. Et ça devient pratiquement naturel. C'est vexant, c'est frustrant, mais il y en a qui ont peur de s'approcher du voisin. Tout d'un coup, quelqu'un nous voit, nous appelle, nous accuse d'un rassemblement illégal, puis on se ramasse avec chacun 1 500 piastres d'amende. Et là, on nous dit, rien ne sera plus jamais comme avant. Habituez-vous, ça va peut-être être de même encore longtemps. Pas envie de vivre dans un monde de même, moi. Alors, les gens, même sans s'en apercevoir, parce que mon texte que j'ai mis sur mon Facebook ne parle pas directement de la crise d'aujourd'hui, je ne fais aucun parallèle, je ne mentionne rien. Les gens s'aperçoivent d'un coup, oups, il y a peut-être des problèmes qui sont en train d'arriver. Il va falloir qu'on y pense 2 fois avant d'accepter ça comme ça, puis qu'on se mette en mode solution. OK. Et la bonne solution, c'est? Bien, la bonne solution est un peu dure à dire parce que, d'une part, dès que quelqu'un apporte une solution, l'autorité suprême nous a dit « non, parle pas ». Les gérants de stade n'avaient plus à parler. Ça fait que les gens n'osent plus. Les gens n'osent plus parler parce qu'on se fait chicaner après.
Mais je sais pas pour le reste du monde, là, je sais pas ce que les gens font, mais moi, je suis en train de refaire mon jardin. Je suis en train de replanter des fleurs, puis C'est le beau temps pour ça. Hein? D'abord, il fait beau, puis aussi, ben... Puis là, j'ai des pissenlits. J'ai le choix, le pissenlit, soit que j'enlève les feuilles, puis je laisse la racine dans le sol, ou soit que je me scelle les mains, puis je vais chercher la racine. Donc, la solution, c'est d'enlever la racine. C'est pas de dire, bien, finalement, à un moment donné, il va y avoir des pissenlits partout, puis il va falloir... C'est beau, des pissenlits, là. Je prends l'allégorie du pissenlit, ça pourrait être l'herbe à poux, là. Mais il va falloir vivre avec, puis il va y avoir des conséquences. Puis l'herbe à poux, bien, le monde toussera, crachera, morvra, puis c'est pas grave. Il va falloir vivre avec, plutôt que de dire, on va arracher la plante à racine, puis battre le fer pendant qu'il est chaud. À mon avis, c'est la solution. Mais on est si tu ramènes ça à la pandémie? C'est exactement la même chose. Moi, je me suis commis un peu en début de pandémie quand ils ont commencé à mettre des barrages routiers dans la région. On disait, moi, je suis à Saint-Roch-des-Aunais. C'est bien beau, là, Pierre Fitzgibbon, là, il nous dit, là, on va faire le panier bleu, vous allez pouvoir acheter localement. C'est le fun, je peux même plus aller à ma fromagerie dans la municipalité d'à côté. Vous avez mis un barrage entre les deux. Je ne peux plus y aller. Il va falloir que je me débrouille pour réussir à me faire venir du fromage. Tu sais, presque de façon détournée, là, c'est la contrebande de fromage. C'est un peu absurde, là. Nous, tu essaies de trouver une façon, alors que le commerce, il est juste dans le village d'à côté. Là, les gens me disent, oui, mais il faut qu'il y ait une frontière en quelque part. Alors, je me suis dit, OK, je vais faire du démarchage. Ce serait bon que la barrière soit installée pour que la côte du Sud au complet soit protégée. Puis qu'on puisse, nous autres, en tant que collectivité, continuer à exister et à évoluer de façon pas mal normale. Jamais entendu. Aucune réponse. Même le comté de la Côte-du-Sud a été séparé en 4 morceaux pendant la crise. Personne n'a... À un moment donné, même, il y a des gens qui finissaient par dire, bien, si c'est pas ça, on va tout tomber malade, ça fait qu'il faut l'accepter comme ça. On nous parle beaucoup d'une nouvelle économie, d'une nouvelle façon de développer nos régions. On s'aperçoit présentement à Montréal, là, il y a des articles qui sortent dans le journal, est-ce que les tours à bureaux vont encore être occupés comme avant? Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau réflexe qui va s'instaurer? Ça fait des années que je dis pourquoi est-ce que le gouvernement et les grandes entreprises concentrent toutes leurs ressources dans des pieds carrés qui valent une fortune à Montréal, alors qu'on a des locaux ici à Montmagny, à la Pocatière, à Bécomo, partout dans l'est du Québec, qui valent pas cher en termes de coûts et qui sont extraordinaires pour faire du développement. Et jamais, jamais les gouvernements ont développé les régions comme ça. Là, il y avait la possibilité de le faire. On dit, la racine du problème, on va la concentrer. Et le reste de la société, on va en faire une espèce de laboratoire de développement d'économie régionale. Au lieu de faire du libre-échange avec la Chine, qui nous chipe de la cochonnerie en polyester puis du coronavirus, on va faire du libre-échange entre nos régions. On va le faire, on va le rendre beaucoup plus fluide. Ben non, à la place, ils ont fait le panier bleu. 125 000 donnés à Alexandre Taillefer. Pas à lui, là, mais c'est son idée avec sa gang. Là. Ils font pas d'argent, eux autres, avec ça, ils sont bénévoles sur le CA, puis on leur donne tout le mérite. C'est un répertoire d'entreprise. C'est rien de plus que ça. J'écoutais Marie-Pierre Patoine, là, qui parlait de l'Aubergélie. L'initiative qu'elles ont prise, les sœurs entrepreneurs, pour pouvoir faire vivre un réseau d'entreprises dans la région ici, là, est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus intelligent que le panier bleu. Est-ce que tu ne crois pas que ce genre, justement, si on parle de Marie-Pierre, que ce genre on n'aurait pas vu ça si on n'avait pas eu cette pandémie-là? Est-ce que tu penses que ça, Nicolas, ça peut amener les gens penser autrement, les gens d'affaires penser autrement. On parle d'achat local. On sait les Amazon puis tous ces grands réseaux là, de distribution qui font des affaires d'or. Là, on parle de 15 000 $ à la seconde. Là. Est-ce que tu penses que ça, la pandémie ne peut pas ramener l'achat local, la fabrication du local? Moi, j'ai vécu... moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant la crise du verglas en 1998. J'ai passé 3 semaines avec pas d'électricité, pas de chauffage, puis des poêles à bois, là, il fallait se débrouiller, là, puis c'était pas évident. Puis à ce moment-là, j'avais 20 ans, puis il y a une phrase qui m'est venue en tête, puis qui est restée tout le temps. C'est dans l'adversité qu'on voit la vraie nature des gens. Quand ça devient difficile, qu'on voit vraiment c'est quoi que les gens ont dans le corps, c'est quoi leur solidarité. Puis c'est qui est capable de prendre des positions puis de dire « moi, j'assume cette position-là ». Qu'est-ce qui prend des initiatives puis qui l'assume? Et il y a des choses qui sont en train de ressortir. Il y a des gens qui se revirent de bord. Moi, au niveau culturel, là, étant donné qu'il n'y a plus rien, bien, je suis en train de développer des projets numériques. Ça va prendre du temps parce que... On va en parler du côté culturel dans quelques instants. Oui, on va en parler, mais au niveau justement des initiatives en termes d'affaires, c'est la même chose. Il y a des gens qui se disent « OK, là, moi, je n'attendrai plus que le gouvernement.
Je ne prendrai pas ces prêts parce qu'après ça, ils vont me dire « redonne-moi-le avec intérêt », puis même pas d'intérêt, il y en a qui vont devoir payer de l'intérêt à d'autres organisations, leur loyer, etc., puis ils vont être pris à la gorge. Fait qu'ils se débrouillent. Et là, le grand défi, c'est de savoir est-ce que le public va suivre. Parce qu'on a toujours présenté, entre autres, l'achat local comme étant quelque chose de vertueux. C'est gentil, votre boulanger, quand vous allez chercher un pain chez eux, bien, vous le faites vivre. C'est pas juste ça. Vous mangez mieux, vous faites travailler des gens de la place qui vont habiter dans le village, qui vont faire rouler l'épicerie, qui vont acheter de la bière de microbrasserie, qui vont aller au restaurant de la place, plutôt que d'envoyer quelque chose à, je sais pas moi, à Weston, à Montréal, puis qui va servir aux actionnaires de Weston, qui sont des gens un peu partout dans le monde, là. Alors, c'est beaucoup plus que juste vertueux. C'est le sentiment qu'on a une collectivité qui se tient et qui se respecte. Ça fait que si des initiatives de même finissent par permettre aux gens de se découvrir les uns les autres, bien, il y aura eu du bon là-dedans. Au lieu d'acheter une clôture qui vient de Chine, on va la faire faire par le forgeron du village, puis notre forgeron, elle va peut-être nous coûter plus cher, mais elle va toffer plus longtemps, puis elle va être mauditement plus belle. Nicolas Paquin, on revient dans quelques instants. Et là, on va parler de culture. Yes. Parce que le côté culturel est amoché aussi. Là. Ah oui. On en parle dans quelques instants avec notre invité Nicolas Paquin, écrivain. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est Nicolas Paquin, écrivain de notre région, Saint-Roch-des-Aunais plus précisément. Nicolas, le côté culturel, parce que tu écris des livres. Là, tu es dans ton jardin, mais est-ce que tu écris encore des livres? J'écris beaucoup. J'ai fait 2 manuscrits en l'espace de 2 mois. Okay. C'est comme un arriérage de je ne sais pas combien de temps où je n'avais pas été capable d'écrire parce que j'étais dans le développement du spectacle Les Contes de guerre, j'étais en tournée en France, j'étais en tournée de Salon du livre. J'avais pas le temps d'écrire, puis je rénovais ma vieille maison, tu sais. Fait que okay. là... Mais là, avant l'entrevue, tu me parlais de Salon du livre. C'est vrai, j'ai réalisé, au moment où tu m'as mentionné ça, c'est vrai. Pas de Salon du livre à nulle part. Alors, les écrivains, les gens, parce qu'il y a tellement des belles œuvres qui se font, comment on fait pour... Les salons du livre, pour le commun des mortels, les gens qui vont dans un salon du livre, ils rencontrent des auteurs, puis tout ça, puis c'est friendly, puis ça va bien, ils s'achètent un livre ou 2 ou 10. Bon, c'est correct. Mais le salon du livre, là, c'est comme n'importe quelle place du marché pour un auteur, pour un éditeur, pour réseauter entre eux autres. Moi, quand je rencontre des profs qui sont dans des écoles, puis qui me rencontrent, puis qui voient quelle dynamique, là, ils disent « Hey, je veux que tu viennes dans mon école. » Après ça, moi, c'est des sous qui rentrent. Et c'est un message que je livre aux jeunes. Même chose avec les bibliothèques, les salles de spectacle, etc. C'est un marché qui se développe, c'est un lieu de rencontre. Et là, les salons du livre sont tous annulés l'un après l'autre. On a vu Salon du livre de Trois-Rivières, Salon international de Québec, Salon du livre du Saguenay qui a été annulé, Salon du livre de l'Estrie aussi. Il y avait un nouvel événement qui devait avoir lieu en Estrie cet automne. Ça a été annulé. La Côte-du-Sud, je pense que ça va arriver aussi. Les salons tombent. Alors, les entreprises en édition vendent moins. Les artistes ne font pas leurs sous. Ça, c'est les imprimeurs qui n'auront plus de commandes non plus. C'est des travailleurs sur le plancher des vaches qui n'auront plus de job parce que la culture est paralysée. Parce qu'écrire un livre, c'est une chose, mais l'éditer, il y a beaucoup de monde derrière exact. l'édition d'un livre. Moi, je touche 10 de droits d'auteur. Puis je ne suis pas en train de me plaindre de dire que je voudrais en toucher plus. Je voudrais qu'on vende plus de livres pour que mon 10 ait plus de retombées. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que je vends un livre, admettons, on va faire un chiffron, là, 10 $, là, je fais 1 $, il y a 9 $ qui rentrent dans l'économie du Québec. Il y a un imprimeur, il y a un éditeur avec ses employés, des correctrices, des illustratrices, etc. Les libraires. Là, c'est tous des gens qui sont coincés. Moi, mes livres ils ont été coincés dans un entrepôt à Montréal ou dans la région de Montréal. Mon éditeur fermé parce que le gouvernement a dit « vous fermez tout ». Les gens avaient juste ça à faire, les chez eux. Même pas moyen de leur rendre des livres. Coincés dans un entrepôt, aucun plan de relance, aucune proposition, jamais entendu parler de la ministre, rien du tout. À un moment donné, on finit par se demander qu'est-ce qu'ils attendent de nous autres? Qu'on donne notre stock gratuitement puis qu'on vive au crochet de l'État avec la PCU, c'est pas ça qu'on veut. On est des gens d'affaires, on est des entrepreneurs, même si on a l'air toujours un peu funky parce que là les cheveux sont même plus coupés. L'idée, c'est de créer, d'amener du bonheur, d'amener les gens à réfléchir, etc. Et là, on peut même plus faire ça parce que si on donne notre stock, après ça, les gens ne voudront plus payer. Et si on veut le vendre, bien, on n'a plus de place de vente. Alors là, il faut se rembarquer dans le numérique. Mais le gouvernement ne suit pas. Les projets numériques, les soutiens automatiques ne sont pas là. Donc, juste moi, développer un projet numérique, je travaille sur un présentement. Là, au moment où je vais déposer mon projet, au moment où il va être accepté, s'il est accepté, les retombées vont arriver juste en 2022.
faut que tu vives d'ici là. Exactement. Et ça c'est moi. Je ne suis pas là pour me plaindre en disant « je me plains moi ». Dans le fond, sans avoir demandé la permission à personne, je suis un peu une parole, une réalité du monde de la culture présentement. Toi, comme écrivain, mais tous les artistes, les chanteurs, les arts de la scène, c'est arrêté depuis 2 mois. Donc, les diffuseurs, les salles de spectacle, là, on a l'impression, on dit « Ah, mais le chanteur, il fera son spectacle plus tard. » OK. Moi, je viens de monter un spectacle qui s'appelle « Les Contes de guerre ». J'ai fait une première au Centre Gérard Ouellette, rempli la salle, jam-pack. C'était génial. Le feedback est super bon. Moi, je suis primé là, pour faire du démarchage, pour trouver des diffuseurs. Les diffuseurs sont tout fermés. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent même pas réouvrir leur salle. Le gouvernement ne leur dit même pas ça va être à quelles conditions. Une salle de spectacle de 300 places, là, si le gouvernement dit ben là, vous ne pouvez pas rentrer plus que 100 personnes, une rangée sur 2 personnes de distance, les arts de la scène ne pourront pas rouvrir leur salle comme ça. Il va falloir qu'ils trouvent des façons, mais présentement, il y a des gouvernements à travers le monde, entre autres les États-Unis puis la France, qui sont en train d'allonger des milliards de dollars pour qu'on puisse faire rentrer des gens dans des avions, bien serrés. Mais les salles de spectacle, assis, pour voir un artiste, ça, il n'y a aucun plan qui est proposé. Et là, on s'aperçoit que finalement, le diffuseur, ses employés, le technicien, l'artiste qui est en avant, ceux qui impriment nos affiches puis nos programmes, des imprimeurs, tout ça, là, on attend. Mais on attend quoi? On ne le sait pas. On n'a aucune condition, on n'a aucun message qui est envoyé. Et pourtant, bon sang, mais c'est pas juste de l'économie, c'est aussi d'amener les gens à réfléchir, à voir le monde d'une certaine façon, s'émerveiller, pleurer, avoir des sentiments. C'est important, la culture, dans une société. Et c'est un moteur économique beaucoup plus qu'on le pense. Les gens qui vont voir un show, puis avant, bien, ils s'en vont souper au restaurant, bien, ils font rentrer des sous dans l'économie du restaurant, alors qu'ils auraient pu rester chez eux le soir puis regarder Netflix. Puis l'abonnement Netflix, il ne rapporte pas une maudite scène. Même en taxes, c'est compliqué. On l'a vu avec tout ce qui est arrivé, tout le drame, on ne rentrera pas là-dedans. Ça fait que, bref, de pouvoir faire de la culture localement, c'est nécessaire, et là, on ne sait pas ce qui arrive. Nicolas, le temps passe vite. Ouais, je parle. Comment tu vois... D'abord, est-ce que tu es d'accord avec la façon dont on a confiné, que l'on déconfine? C'est sûr que ça a été plus facile de confiner parce que c'est facile de fermer, mais là, on s'aperçoit que c'est plus difficile d'ouvrir. Il faut y aller graduellement, il ne faut pas aller trop vite. Je dis plus facile, là, je ne vais pas enlever la responsabilité que le premier ministre a sur les épaules. Là. Ça ne doit pas toujours être évident. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on annonce une fermeture, ça ferme. Mais là, de rouvrir, il faut y aller graduellement pour pas que ça reparte de l'autre côté. Comment tu vois tout ça, toi? Est-ce que de la façon que ça se fait, c'est de la façon que ça devrait se faire, ou toi, est-ce que tu as une autre façon de voir les choses? On était rendu dans un mode, moi, ce que j'ai compris, là, du moins que l'information qu'on nous donne, c'est que ça a l'air que c'est correct au Nouveau-Brunswick, ça a l'air que c'est correct en Gaspésie, c'était correct au Bas-Saint-Laurent, c'est correct c'est à la Côte-Nord, ça commence à être correct un petit peu partout dans toutes les régions. Pourquoi est-ce que on ne résorbe pas le problème là où il est, plutôt que de prendre le risque que ça s'étende une deuxième fois? Ça, je ne le comprends pas, je ne le comprendrai jamais. Peut-être que mon raisonnement est tout à fait tard, puis comme disait Donald Trump il y a quelques mois, avec le beau temps, tout ça va partir par magie. J'y crois pas. Je veux dire, j'ai déjà vu neiger, puis je crois plus au Père Noël. Ça fait qu'à un moment donné, il y a des limites à ça. Les scientifiques le disent, c'est pas la chaleur qui va faire partir la COVID. C'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, moi, j'ai une inquiétude. J'ai pas de phobie vis-à-vis les gens de la ville, là. Mais quand tu incubes un virus, qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, puis que, oups, tu pognes une poignée de porte dans un endroit où il y avait plus de problème, bien, il y a un message qui est envoyé, c'est que ça va durer dans le temps, puis que ça va probablement pousser à des endroits que ça ne devait pas aller. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement fait ce choix-là? C'est probablement parce que les intérêts des lobbies et des entrepreneurs qui sont en ville puis qui veulent faire rouler leur business est beaucoup plus fort que la parole des régions du Québec qui disent, bien, nous autres, on se tient depuis des années. Et ça met en lumière tout un problème. Ça fait des années. Moi, j'ai travaillé même au CLD de Lillet. On le disait déjà à l'époque. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe pour le développement des régions? Je le vois quand je fais des tournées scolaires un peu partout dans les villages où je vois qu'il y a des possibilités de développement extraordinaires mais qui ne sont pas prises en compte. On avait ce potentiel-là, cette possibilité-là, et ça ne se fait pas. Il y a quelqu'un qui m'a fait bien peur en fin de semaine en m'envoyant le graphique de la grippe espagnole puis de la deuxième vague qui a été beaucoup plus forte que la première.
Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je suis bien content de pouvoir partir vers l'est et aller voir mes amis dans le bas du fleuve. Puis à Saint-Roch, j'ai pas rien attrapé. Ça fait depuis le 2 mars que je suis chez nous. Mais j'ai peur. J'ai peur, puis c'est pas le fun de vivre avec la peur. Nicolas, en quelques secondes, projet? Énormément de projets de publication, projets en numérique, projets justement qui sont sur des plateformes alternatives, donc rien qui va sortir à court terme, mais en attendant, même que la relance du spectacle Les Contes de guerre, bien, les gens peuvent avoir de l'information sur le Facebook Les Contes de guerre, puis voir un peu mon univers qui continue à vivre. Tiens-nous au courant des développements et viens nous présenter ça quand tu auras d'autres projets. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Nicolas Paquin, écrivain de la région. Donc, merci d'avoir été avec nous. Très intéressant. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José.